Alors aujourd'hui, on va plonger dans une histoire un peu secrète, une histoire qui nous vient de l'ère pré-Internet. C'est celle d'une sous-culture artistique qui a à sa manière révolutionné le numérique, mais dont presque personne n'a entendu parler. Bienvenue dans l'univers de la démocine. Bon, pour commencer, regardez bien cette image. On dirait un dessin un peu pixelisé, non ? Eh bien en réalité, chaque point, chaque ligne, chaque détail de cette ville, c'est un caractère tapé au clavier. Cette œuvre a été faite en 1996. Elle résume parfaitement notre sujet du jour, la créativité qui naît des contraintes techniques les plus extrêmes. Mais pour vraiment piger comment un tel art a pu exister, il faut qu'on fasse un petit bond en arrière. Un bond dans une époque bien avant le web qu'on connaît aujourd'hui. Imaginez un monde sans navigateur, sans Google et surtout sans fichier JPG. Au cœur de ce monde, il y avait le BBS, ou Bulletin Board System. L'idée, elle est née de manière assez marrante, dans la tête de Ward Christiansen et Randy Suss, qui étaient bloqués chez eux par une énorme tempête de neige à Chicago. Ils se sont dit qu'il fallait un moyen simple pour que leurs ordinateurs puissent communiquer entre eux par téléphone. En gros, c'était l'ancêtre du forum, un genre de clubhouse numérique. Et voilà à quoi ça ressemblait concrètement. Oubliez la souris, les icônes, les images, tout était en texte brut. À gauche, on voit l'écran du tout premier BBS de l'histoire, et à droite, un menu un peu plus évolué. On naviguait entièrement au clavier, dans des listes de messages et des répertoires de fichiers. Et attention, ce n'était pas un petit phénomène de niche, c'était massif. On estime qu'il y a eu jusqu'à 150 000 BBS en service rien qu'aux États-Unis. C'était vraiment les lieux de rendez-vous des geeks, des hackers, des fans de science-fiction, bref, de toutes les communautés qui trouvaient enfin un espace pour se retrouver et partager. Et c'est justement dans cet environnement, fait à 100% de texte, qu'un mouvement artistique complètement unique a commencé à germer. La question était simple. Comment créer quelque chose de visuel quand on n'a que des lettres et des symboles sous la main ? La solution est venue de la contrainte elle-même. Puisqu'il n'y avait pas de format d'image moderne, eh bien, on a utilisé les caractères comme s'ils étaient des pixels. C'est comme ça qu'est né l'art ASCII, puis son cousin plus coloré, l'art ANSI. C'était le seul moyen de personnaliser son BBS, de lui donner une identité visuelle et de sortir du lot. Et là où ça devient fascinant, c'est que cette scène artistique, qu'on appelait l'art scene, s'est très vite divisée en deux. D'un côté, le domaine public, qui créait des œuvres assez grand public, et de l'autre, la scène élite, un monde beaucoup plus underground, plus secret, où la compétition était féroce et qui était souvent liée au BBS de pirates. Et cette image illustre ça à la perfection. À gauche, une scène de Noël, très sympa, accessible, typique du domaine public. Et à droite, là c'est une autre ambiance. Une œuvre de la scène élite. C'est plus sombre, techniquement plus complexe, avec un style beaucoup plus affirmé. On voit bien que les deux mondes n'avaient pas du tout les mêmes objectifs. Au sein de cette scène élite, la compétition est devenue une véritable guerre de l'art. Des groupes d'artistes se sont formés avec des noms qui sont devenus légendaires comme Acid ou IC. Ils sortaient chaque mois des collections d'œuvres, les fameux Art Packs, et des magazines en ligne classaient les meilleurs. Et le truc le plus important à comprendre, c'est que personne ne faisait ça pour l'argent. C'était uniquement pour la réputation, pour le prestige. Alors, comment cette scène artistique hyper compétitive a-t-elle continué à évoluer ? Eh bien, elle a trouvé un terrain de jeu complètement inattendu, le monde du piratage de logiciels. Et ça nous amène au crackthrow. C'est quoi un crackthrow ? C'est tout simple, c'est une petite introduction animée qu'un groupe de pirates ajoutait au début d'un jeu ou d'un logiciel qu'il venait de craquer. C'était sa signature, sa carte de visite en quelque sorte. Et l'évolution de ce truc est juste incroyable. Au début, c'était juste un nom écrit en texte. Puis, les artistes de l'art scene ont été recrutés pour créer des logos de plus en plus stylés. Très vite, on a vu apparaître des animations, de la musique. C'est devenu une vraie démonstration technique. Et le phénomène a pris une telle ampleur qu'à la fin, l'intro était parfois plus attendue et plus impressionnante que le jeu piraté lui-même. Et c'est exactement de là qu'est née la démoscène. À un moment donné, les artistes et les codeurs se sont dit « Attends, pourquoi s'embêter avec le piratage si on se concentrait uniquement sur la création de ces introductions ?» Et voilà, ces programmes autonomes, qu'on a appelés des démos, sont devenus une forme d'art à part entière. D'accord, maintenant qu'on a posé les bases, parlons un peu de l'héritage de cette culture. Qu'est-ce qu'on retient de cet art qui est né de contraintes aussi fortes ? Le principe de base de la démocine, son ADN, il est simple. C'est prendre un vieil ordinateur et lui faire des choses que ses propres créateurs n'auraient jamais imaginé possibles. C'est une célébration du hacking, de l'optimisation, de la maîtrise technique poussée à son paroxysme. Ce tableau, c'est l'exemple parfait. À gauche, on a les 5 modes graphiques officiels du Commodore 64, ce pourquoi il a été conçu. À droite, ce n'est qu'un petit aperçu des dizaines de modes non officiels que les démosceners ont inventés, juste en exploitant les failles et les bugs de la puce graphique.
Il n'utilisait pas la machine, il la forçait à se surpasser. Pour avoir une idée de ce que ça pouvait donner visuellement, il y a ce commentaire qui a été laissé sur une démo de 1998 qui s'appelait Rise. Le commentaire disait juste « Tomb Raider est musicalement possible sur l'Amiga ». Pour l'époque, c'était une affirmation absolument stupéfiante. Ça montrait à quel point ces créations repoussaient les limites de l'imagination. Et ce n'était pas qu'une question de graphisme, loin de là. Pour le son, c'était la même bataille. Ce commentaire sur la démo Rinckadink Redux résume tout. Quand on entend que c'est Paula, on comprend que l'Amiga est le meilleur ordinateur jamais conçu. Paula, c'était le nom de la puce sonore de l'Amiga. Et les musiciens de la démo scène lui faisaient sortir des sons d'une complexité incroyable, bien au-delà de ses spécifications d'origine. Toute cette histoire, au final, nous amène à une question qui est assez pertinente pour aujourd'hui. Dans notre monde, où on a des outils numériques avec des possibilités quasi illimitées, quelles leçons on peut tirer de ces artistes qui ont fait de la contrainte leur plus grande force créatrice ? C'est une réflexion qui, je pense, vaut la peine d'être menée. Merci d'avoir suivi cette analyse.